un côté un peu matinal info, là. Tu nous fais les anniversaires, l'éphéméride, tu vas nous faire quoi La météo derrière, et tout de suite la météo. Soi-disant 10 kilos, c'est 4/10 aux 24 heures du Mans. Mais ça, c'est quoi? Si c'est dans un simulateur avec un tour idéal, il reste quand même un facteur, c'est le facteur humain, c'est le pilote. Je le dis déjà depuis quelques épisodes, mais Toyota a perdu les 24 heures du Mans 2 fois en 2023-2024. C'est pas Ferrari qui est allé gagner cette victoire, hein, donc... Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur multicarte, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je sais pas si tu le sais, je sais pas si tu as préparé des bougies, mais en fait un petit anniversaire parce que c'est le 50e numéro de notre podcast. Déjà, ça passe vite hein, évidemment et on est très content de pouvoir déjà célébrer ce chiffre qui marque une première saison et demie de podcast quasiment. Je me suis enflammé sur le et demi, mais en tout cas on a lancé notre podcast l'année dernière et on en est déjà à 50 numéros. On va parler du championnat du monde d'endurance de la FIA. C'est la 13e saison de l'histoire du WEC. Ça va se passer au Qatar, sur la piste de Losail, un vrai billard, hein. Et on a de grosses attentes, en tout cas moi personnellement, en termes de spectacle et d'affrontement, parce qu'il y a énormément de constructeurs représentés, mais ça c'est comme l'année dernière évidemment, et il y a pas mal de pilotes aussi qui sont engagés et qui ont faim de victoire. Alors vous le savez, dans l'Endurance Club, on est là pour vous donner des chiffres, des petites infos insolites, des statistiques pour vous permettre de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tous tant vibrer. Et pour commencer cette saison 2025 qui semble très ouverte donc, est-ce que tu as de grandes attentes toi aussi sur cette première manche de l'année? Est-ce que tu as hâte de savoir qui va sortir vainqueur de ces 1812 km du Qatar? Ben, carrément, et puis en plus cette saison 2025 elle a la nouveauté Aston Martin quand même qui est incroyable. En fait l'intérêt c'est qu'on a une histoire un peu différente des autres saisons. Tu vois, 2023 on était sur la saison de préparation pour arriver jusqu'au centenaire qui était une fête incroyable et ce retour de l'intérêt des constructeurs. 2024 le storytelling était un peu différent, on l'avait dit d'ailleurs, comme j'avais pas fait le lien avec les 50 épisodes, mais quand on a commencé ces épisodes Endurance Club, on le disait, la saison 2024 allait être sans doute beaucoup plus ouverte que 2023, où pour rappel, c'était une victoire Ferrari au Mans et le reste, c'est Toyota qui avait tout gagné. Et on a eu plutôt raison sur ça. Et 2025, alors est-ce qu'on va avoir raison aussi? Enfin, on s'est pas encore consulté sur ce que toi tu penses, mais effectivement, je pense qu'on va avoir une saison très intéressante avec une belle diversité de vainqueurs, mais par contre, avec un recul, on va avoir le temps d'en parler pendant une heure, de la présence des équipes privées. Je vois moins d'équipes privées briller, parce qu'il y en a moins, et parce que voilà, l'année dernière, on a eu une victoire de Jota avec Porsche à Spa, et puis on a eu aussi à Austin la Ferrari semi-privée. Oui. Ouais, je la mettais dans ce lot, mais bon, voilà, c'est un peu... La Ferrari jaune. Voilà. Moi, je suis impatient de voir effectivement comment tout ça se mixe. Je fais un parallèle avec le vin, comme dans l'autre épisode la dernière fois, mais c'est parce que je suis à Beaune, alors ça me fait penser à ça. Mais tu sais, là, je pense qu'on est vraiment dans le moment où il va falloir... ça s'est bonifié. On est à l'âge où on peut profiter, dans le sens où la balance de performance, les équilibres entre les voitures commencent à être trouvés. Ouais. Tu sais, au début, c'était un peu la crainte de dire... je suis désolé, je fais un tunnel en introduction, mais je vais te laisser la parole après. Mais tu sais, au début, on avait un peu peur de comment faire cohabiter toutes ces voitures, celles qui ont un V6, un V8, maintenant un V12, turbo, pas turbo, atmosphérique, etc. Je trouve qu'on a une belle cohabitation, même si elle est discutable parfois, et la BOP elle est souvent discutée par les amateurs, pas par les gens qui travaillent dans le domaine, ils n'ont pas le droit. Mais là, je trouve qu'on a quand même quelque chose qui marche bien, et je pense qu'en 2025, on va avoir des batailles hyper serré aux avant-postes. Et moi j'attends une victoire de Cadillac, une victoire de BMW, une victoire d'Alpine. Peut-être on n'a pas eu justement ça l'année dernière, même si on a eu une variété de vainqueurs. Hein. Tu vois, on a eu, comme tu disais, Ferrari qui a quand même fait la passe de 2 aux 24 heures du Mans, bien aidé par les petites erreurs de Toyota, on y reviendra peut-être. Mais par contre, quand même 6 vainqueurs différents en 8 courses, on n'a pas eu un vainqueur différent à chaque fois, mais enfin on n'en était pas loin quand même, et c'est logiquement que Porsche évidemment s'est imposé avec les pilotes, avec la numéro 6 puisqu'ils ont 2 victoires, et puis que Toyota justement ait pu aussi être au rendez-vous pour le classement constructeur. Oui, c'est pas étonnant non plus parce qu'ils ont 2 victoires avec la voiture numéro 8. Donc on a 36 voitures engagées
pour cette saison de WEC. On n'a pas encore la liste définitive des engagés qui seront aux 24 heures du Mans. On l'attend impatiemment, cette liste des 62 lauréats, j'allais dire, qui auront le droit de rouler au Mans. On a quand même donc 8 constructeurs en hypercar. C'est un petit peu moins que l'année dernière, parce qu'on a quand même perdu Lamborghini et Isota Fraschini. Mais on a 13 constructeurs en tout. Moi, je trouve quand même que ça prouve aussi que, comme tu le disais, ben voilà, les équilibrages de performance, le fait que les constructeurs puissent trouver aussi à chaque fois un petit peu à communiquer, un petit peu à grappiller sur ce championnat, ben c'est quand même plutôt intéressant. Euh, pour que ça dure comme ça dans cette belle dynamique, il faudra de toute façon partager un peu le gâteau. Et ce Ouais. système est plutôt bien trouvé, en tout cas on a pu le constater l'année dernière. Il y a aussi, on y reviendra, des petits ajustements par-ci par-là du règlement, parce qu'il y a l'homogénéisation de poids maintenant qui va arriver. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, on va y revenir, mais depuis donc cette année, eh ben, ça sera le retour des poids moyens pour les équipages. Et donc, ben, on espère avoir voilà, une saison qui soit disputée, que ce soit en hypercar d'ailleurs, ou en LMGT3, hein, parce qu'on a souvent tendance à se concentrer sur l'hypercar. Maintenant, en LMGT3, on a aussi des clients, hein. On a des clients, mais le LMGT3 a ce défaut qu'en 2024, ça a quand même été une mainmise Porsche, Oui, Manthey en l'occurrence. Et c'est vrai que moi, j'avais pris un peu de distance par rapport à cette catégorie, mais là, tu vois, de ce que j'ai pu écouter dans d'autres podcasts notamment, ou lire, ou des analyses, ou puis les retours que je vois un petit peu sur les différents réseaux, c'est vrai que le rapprochement que moi, j'avais pas fait, je sais que toi, tu l'avais fait, mais c'est que Manthey a développé la caisse aussi. Donc, en fait, c'est une équipe qui engage une voiture qu'ils ont eux-mêmes développée, en étant spécialiste Porsche depuis, je ne peux oui. même plus te citer le nombre d'années. Olaf Manthey, la première course qu'il a fait avec une Porsche, je crois que c'était en Carrera Cup Deutschland, ça doit être 90, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, on est sur J'aurais même un. dit avant, tu vois. Ouais, il a peut-être roulé avant, ouais, c'est vrai. Mais je crois que c'est un des premiers lauréats de la Cup Deutschland. Mais bon, bref, on est sur des ultra spécialistes et bah, 2024, ils ont ultra dominé. Pas forcément en termes de victoire, je crois qu'ils n'ont pas non plus tout gagné, mais c'est juste qu'ils sont toujours positionnés. Ouais, ils étaient bien quand même, hein, à la fois avec Ouais, l'une et l'autre, hein, et c'est ça leur force. 96, Manthey, tu vois, t'avais raison. Moi, je voyais plus âgé l'équipe de Olaf Manthey. ouais, qu'il a monté son équipe, ouais, mais avant, lui, il roulait. Et du coup, voilà, ça a été un peu une mainmise, mais je pense qu'on est sur le LMGT3 exactement comme on est sur la catégorie hypercar aujourd'hui, mais avec un petit décalage, tu vois. 2024, grosse domination Porsche. 2025, je pense qu'on aura, comme on a eu en 2024 en hypercar, une plus grande variété de vainqueurs, et avec des circuits sur lesquels il y aura les Ferrari qui seront très à l'aise. Un autre, ce sera peut-être Mercedes qui va gagner pour son arrivée. Enfin, je pense qu'on va avoir un peu plus ouais, de variété. Bah, j'allais dire, il le faudrait, Et il le parce que faut, et il le faut quand... exactement. Il le Bah non, faut. mais quand tu arrives à faire une équivalence pour les hypercars qui est plutôt bonne, parce que voilà, Ouais. chacun a son mot à dire, et que tu n'arrives pas à le faire en LMGT3, alors que quand même, c'est la série où on a vu Par laquelle le c'est arrivé. débarquement, ouais, c'est ça, Oui, exactement, de oui. cette balance de performance créée par SRO. Tu te dis, c'est pas possible de pas y arriver, quoi. Mais justement, tu le dis très bien, chez SRO, ça fonctionne parfaitement. Alors oui, c'est contestable. Il y a des époques où c'était un peu. On en rigolait, où tu savais à l'avance, en allant aux 24 heures de Spa-Francorchamps, que c'est Audi qui allait gagner. En tout cas, tu sais, c'était un peu les blagues. Tu te dis, Ça se partageait s'ils un n'ont peu, pas de oui. contact, ouais, s'ils ont pas de contact et s'ils font pas de sortie de piste, ils ont juste à rouler, ils vont gagner. Oui, la BOP parfois avait cette tendance. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé, parce que toi, t'es un grand amateur du WTCC à l'époque, du tourisme, où, Ouais, c'est vrai. voilà, d'un week-end à l'autre, bah, entre le Success Ballast, entre machin, c'est vrai que ça plombait un peu les résultats. Là, c'est pas le cas, je trouve, en LMGT3. Et Non, en plus, avec ces fameux torque mètres, donc les capteurs de couple, qui sont rajoutés par rapport. C'est une vraie différence par rapport au GT3 tout court. Les LM c'est vrai. GT3 ont cette notion en plus. Je pense qu'on avait cette année 2024 de réglages nécessaires à avoir. C'est la première année du GT3 dans les séries assez haut, en WEC, pardon. Je pense que là, 2025, on va avoir comme en 2024, ouais, vraiment, c'est mon sentiment, en hypercar. Beaucoup plus de batailles. On a déjà énormément de batailles, hein. J'ai des Oui, et souvenirs. attends, et Ouais. l'année dernière, on a quand même eu des vainqueurs différents. Oui, C'est-à-dire oui, que oui. ce qui piège un petit peu notre
compteur, j'allais dire, c'est que Monte a gagné 4 courses Exactement, avec les deux voitures différentes, quoi. Ouais. sur les 8. Ouais. C'est ça. Mais par contre, il y a quand même eu donc Porsche qui a gagné, bien sûr, mais BMW a quand même sa petite victoire. Ferrari a eu sa victoire aussi à Bahreïn en fin de saison, et Aston à Kota. Donc c'était quand même un peu disputé, mais on s'attendait à avoir un peu plus de resserrement au championnat, parce que quand tu vois que le leader, enfin le champion du coup, a quasiment 40 points d'avance sur son dauphin, c'est ça. là tu te dis quand même que c'était moyennement serré, mais tant mieux, ils ont été constants jusqu'au bout. Hein. Non, mais carrément. Mais écoute, ouais, voilà. Moi, les attentes sont là, mais c'est vrai que mon regard, je te le confie, va être un peu plus tourné vers l'hypercar. Moi, Bah oui. j'ai l'Aston Martin sous les yeux, là, tu vois, quand on est en train de parler. Oh là là. Ouais, pour moi, c'est vraiment l'attente. Tu sais, c'est marrant parce que tu disais, chaque constructeur trouve son intérêt, ou le bal se passe plutôt bien. Je veux dire, il n'y a pas d'invité qui commence à partir. Enfin, Non, Isota il y en Fraskin, a je mets de peut-être côté, et un lion Lamborghini, qui peut ouais. peut-être réfléchir à, Oui, à partir parce que ça se passe pas toujours très très bien, mais voilà, on va essayer de le garder, ce lion. ouais, sauf que ce lion, c'est un peu de leur faute. C'est-à-dire qu'ils ont, selon moi, hein, ils ont, comme tu le disais, chaque constructeur trouve son intérêt, et surtout, puisqu'on est dans cette période, enfin ça a toujours été le cas, on est aussi dans une ère de storytelling et de communication. Aston Martin, là, si vous allez sur le compte du WEC ou sur le compte officiel des 24 heures du Mans, je pense que vous allez bouffer de la Valkyrie avec son V12, quoi. C'est le truc du moment, c'est le truc que Oui, mais ça c'est vous... avant le week-end de course. Ouais, mais c'est le truc que vous et nous, on attend, évidemment, je suis d'accord. Je pense qu'on va aller un peu vers une overdose, hein, comme quand Valentino Rossi est arrivé en GT World Challenge, je n'en pouvais plus. C'est pas grave, utilisons le filon jusqu'au bout, allons-y, c'est pas grave. Heureusement qu'il y en a qui vont pas toujours dans cette tendance, tant mieux. Mais là, tu vois, le storytelling du moment assez fort, c'est l'Aston Martin. Ça va redescendre. À une époque, je te rappelle que c'était la Peugeot 9X8 sans aileron. Ah oui. C'était quand même la grosse histoire. Le retour de Ferrari, évidemment, c'était énorme. À chaque fois, il y a des belles histoires, je trouve, qui se construisent. Et, et ouais, je pense qu'il y a un vrai... les hard cars, tu vois, par exemple, ou faire une Oui. déco un peu hommage. Proton avec sa déco qui rend hommage au groupe C. Enfin bref, chacun joue sa carte, et ça, je trouve ça génial. Et j'ai hâte de voir les histoires qui vont justement être construites en 2025, et j'ai vraiment envie que Peugeot reste dans la fête, parce que maintenant qu'ils ont utilisé donc apparemment un joker cet hiver, comme Alpine d'ailleurs, Alpine plutôt sur la partie moteur, Peugeot, j'ai pas Oui. plus de détails que ça. J'espère que les forces françaises vont être encore représentées, et j'espère sincèrement que Peugeot, l'année dernière, ça leur avait plutôt réussi le premier résultat, par la C'est vrai. première course. Enfin, Oui, pas oui et non, jusqu'au bout. mais oui, mais quand même, en termes de performance pure, on y Je était, quoi. pense, effectivement, je pense que le fait que ce soit un billard et qu'il y ait justement très peu de boss sur le circuit du Qatar aide beaucoup aussi cette fameuse aéro un petit peu particulière. Et ça pourrait être une des bonnes surprises cette année de les retrouver sur le podium, hein, Peugeot. C'est pas Et impossible. puis, Je parlais de Cadillac aussi, pourquoi pas? Parce que le storytelling de Cadillac, il va aussi passer par exactement, Jota. Parce exactement. que finalement, Jota fête un anniversaire. Nous, on fête notre 50e épisode. Bon, tant mieux, et c'est très bien. Et on va le fêter, et on va lancer les cotillons après l'enregistrement. Mais c'est le 25e anniversaire de Jota. Et le premier anniversaire, j'allais dire, qui va être fêté en tant qu'équipe officielle usine avec Cadillac. Donc ça, c'est quand même un gros point aussi pour eux. Et puis Cadillac, hein, qui finalement va fêter ses 75 ans de participation au Mans. Enfin, en tout cas, pour célébrer sa première participation, ça n'a pas été en continu, mais ça fait quand même 25 ans, eux aussi, qui sont revenus dans le programme prototype. Donc ça va être intéressant, surtout qu'en plus, moi qui aime bien les chiffres, et on est dans l'Endurance Club, on en profite, la course se déroulera donc le vendredi 28 février, et non pas le week-end, parce qu'il y a le ramadan le lendemain. Et ben, vendredi 28, c'est l'anniversaire d'un certain Sébastien Bourdet. Donc je me dis que Cadillac peut aussi tirer son épingle du jeu, et j'ai envie de les voir dans la course, et pourquoi pas vainqueur. Depuis le Qatar, ça va être dur, hein, évidemment, là je suis pas en train de prendre les paris, mais je me dis que sur storytelling justement dont tu parles, ben voilà, il y a pas mal de choses chez Cadillac. Il y a un côté un peu matinal info, là. Tu nous fais les anniversaires, l'éphéméride, tu vas nous faire quoi, La la météo. météo derrière, et tout de suite la météo. Non, c'est quoi les lancements, tu sais, sur BFM, c'est souvent ça. C'est genre, t'as un fait divers horrible, Oui, c'est et ça, donc sans le petit transition. Matisse La météo. qui a été Il retrouvé va faire donc égorgé. Ouais, c'est ça. 22 degrés à Bonn. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment cette façon de faire des transitions qui est incroyable, quoi. Le petit Matisse a été retrouvé. Et tout de suite, la météo des neiges. Bah, non mais attends, hein, quoi. Bon bref. Alors je sais plus du coup. Il n'y aura pas de neige au Qatar. Je sais plus sur quoi t'étais parti, mais si sur Jota. Non, Ça c'est Cadillac. intéressant, ouais, Cadillac. Ouais. C'est intéressant parce que je pense que là, on est face à. Je pense que Cadillac n'a jamais été en aussi bonne position pour remporter les 24 heures du Mans. Oui. Alors
je mets quand même le bémol sur les équipages où, selon moi, ça va quand même être un peu compliqué. On en Oh avait là déjà là, mais parlé. qu'est-ce qu'ils sont allés mettre Bourdet avec Button? Et avec Bamber. Mais Ah oui, c'est vrai. Bon, Bamber, il est rapide au moins. en fait, mais tu vois, c'est le mariage de raison, je pense. Enfin, comment dire, Cadillac, apparemment, ça marchait pas bien avec Chip Ganassi, ou Chip Ganassi marche pas bien avec Cadillac. On n'a jamais trop su le fin mot de l'histoire, mais il y a une entente qui fonctionnait pas. Maintenant, il y a ce rapprochement avec Jota qui mérite depuis longtemps, comme tu le dis, d'avoir un programme usine, de porter un constructeur. Donc ça, je suis super content pour eux. Après, bah voilà, c'est comme d'habitude, il y a un mariage et il y a le marié et la mariée qui rapportent des choses. Et donc, bah, il y a la moitié des pilotes qui viennent de Cadillac, il y a la moitié des pilotes qui viennent de Jota. Ça rend un truc cool, mais je pense qu'on aurait pu faire bien mieux. Mais bon, il faut bien ramener de l'argent, avoir des partenaires et un truc qui se tient. Donc, Ah, après, moi je trouve que la voiture numéro 12, elle est pas mal hein, quand même. Alex Lynn, Norman Nato et Will Stevens, c'est quand même solide. Hein. oui, si, c'est vrai. Non, Moi c'est vrai. j'aurais bien vu Sébastien Bourdet quand même dans la 12. Bah, c'est ça, j'aurais Je te inversé, le ouais. dis. Ouais. Mais Norman, quand même, il commence à faire aussi son petit bonhomme de chemin. Il a été chez WRT en LMP2 très rapide aussi. On se souvient qu'en ELMS, même à l'époque, quand il était avec Racing Engineering, ça avait bien performé en 2018. Je me souviens de l'avoir commenté cette saison, c'était assez incroyable. Donc, Mais je Norman Nato, comprends en ce que plus. tu veux dire. Mais Ouais, bon, non, mais en plus, Norman Nato, ce qui est marrant, c'est que, parce que tu vois, il est associé aussi au projet H24, enfin, je sais plus oui, s'il y est toujours, mais si, je crois, hydrogène de la CO. normalement, il y est avec Adrien Tambay et Voilà. avec Stéphane Tricelmi. Ouais. Enfin, il a une présence il a eu une présence par le passé dans plein de championnats. Enfin, Norman Nato, je pensais qu'on avait le même âge, et en fait, pas du tout, quoi. Il Bah est non, pas si âgé que ça, quoi. Enfin, tu je vois, crois qu'il a mon âge, non? il est à 32 ans. Ah non! Voilà, Ouais. il a pas du tout mon âge en fait. Ah Et oui, il est voilà. très jeune. Et non. Et bah, ou alors, sauf si mes stats sont fausses, mais pour moi, il est de Non, non. 92. Mais, enfin, voilà, c'est incroyable. Et je me disais, ok, non, en fait, tu vois, je le décalais un petit peu au niveau âge. Non, Norman, si tu nous écoutes, je le voyais plus vieux et je me disais, non, je sais pas si c'est un bon choix. Et en fait, oui, comme tu dis, c'est la 12 qui va être peut-être la plus véloce. En vrai, il y a un bel équilibre. C'est juste que, et on l'a déjà dit, Button, bah, des souvenirs que j'avais à Imola l'année dernière notamment, il a peur quand il n'a pas une bonne visibilité avec le pare-brise. Bon, c'est quand même embêtant. Earl Bamber, Il a pas peur vous avez le quand il a pas back. une bonne visibilité Ouais, avec le pare-brise, mais c'est embêtant. voilà, vous avez le background. Et Sébastien Bourdet, cette fameuse légende du chat noir, le mec qui a pas de chance aux 24 heures du Mans. Moi, je suis pas trop dans ce genre de croyances, donc pour moi, c'est un peu du. Oui, ok, on peut raconter des histoires comme ça, mais il y en a plein de pilotes qui ont fait des deuxièmes places, ou qui ont fait des C'est troisièmes sûr. places, ou qui ont eu que des abandons, et puis après, qui font 2 victoires, ou j'en sais rien. Enfin, j'y crois Ouais, et pas ça on trop. oublie. Ouais, je suis Après, c'est d'accord. juste que le temps passe. Effectivement, le temps passe. Au niveau de l'âge, il va falloir la décrocher, cette victoire. Mais je crois pas à ce côté chamanisme, chat noir qui le suivrait, tu vois. C'est juste que ces deux équipiers, c'est bon, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Bah, je trouve aussi que c'est surtout moi Jenson Button après Earl Bamber, il prend beaucoup de Ah, risques moi, et j'adore là Earl je Bamber. pense qu'avec non mais je pense qu'avec Jota ça va changer. Honnêtement, Dieter Gas qui est le directeur, il a connu Audi, il a beaucoup d'expérience. Enfin, il sait comment cadrer, je pense, Et ses équipages Earl et ça Bamber, peut il ça peut a le faire. connu Porsche aussi, hein. Et j'ai moins souvenir de le voir faire des conneries au volant d'une Porsche 919 hybride. C'est ça. Donc oui, je pense qu'il a besoin de management. Moi, je l'ai côtoyé quelques fois quand il était dans l'aventure Cadillac Chip Ganassi. Et Ouais. c'est vrai que Earl Bamber, c'est un personnage, je veux dire, c'est un peu comme Nick Tandy d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'il Ouais, c'est s'aime vrai. bien. Les gars, s'ils ont envie de faire un truc, en fait, ils vont le faire. C'est pas, tu vas pas leur imposer, quoi. Je parle en termes de, par exemple, d'obligation avec les médias ou d'aller à un endroit ou à un autre. En fait, les mecs, ils ont quand même c'est des gars un peu intrépides, quoi. Et là, je pense qu'effectivement, il va peut-être se faire un peu dresser. Mais c'est pas plus mal, hein. À mon avis, c'est très bien pour lui, pour sa performance. Exactement, pour aller de l'avant. Est-ce que ce serait pas l'équipage le plus vieux d'ailleurs, Mhm. Bamber, Bourdet, Ah bah Button de exactement. cette saison? Exactement, puisque comme tu l'as dit, Sébastien Bourdet fête son anniversaire là. Ouais, il est né en Euh, 79. Donc c'est vrai que ça commence à faire, mais de toute façon, il est encore performant. C'est un peu comme un Fernando Alonso. Hein. Moi j'aime bien cette comparaison. Hein. Sébastien Bourdet, Fernando Alonso. Voilà, ils sont là, il y a une longévité, quoi. et donc, si tu les cumules, entre guillemets, bah, ça fait l'équipage le plus vieux. Ils sont à un peu plus de 41 ans de moyenne d'âge. Ah En ouais? hypercar, ouais. Et l'équipage le plus jeune, est-ce que tu l'as? Oh là là. En Non, moyenne, hein. franchement. Non? C'est l'Alpine 35.
Ah avec oui, en Habsbourg, hypercar, Châtain et d'accord, bien Milésy. sûr. Eux, ils sont à 27 ans, en gros, 27 et demi. Ah De oui, t'as moyenne. raison. De Ah moyenne. oui, ils sont jeunes. Et attends, je croyais que c'était plutôt en GT, moi, que ça se passait les jeunes. Mais non, parce que t'as des pilotes bronze et gentleman. Mais enfin, j'aurais bien dit quand même que peut-être une Bah, Mercedes de chez Iron Lynx, non? Ou quelque chose comme ça? ouais, alors après, il y a du. Si tu prends l'âge moyen des pilotes, statistiques qui sortent du guide WEC Auto Hebdo 2025, hein. Ouais, Si tu prends l'âge moyen des pilotes, c'est en LMGT 3 que tu as la ouais. moyenne d'âge la plus élevée, ce qui est assez logique finalement, puisqu'on a quand même des pilotes plus jeunes et plus performants en moyenne en hypercar. On est Ouais. à 32 ans en moyenne, je vous donne pas les décimales, hein, mais on est à, enfin, si vous voulez, 31,94 ans en hypercar et 34,67 en LMGT 3. Sur l'ensemble des concurrents. Exactement, sur l'ensemble des D'accord. concurrents. Et le pilote le plus jeune au départ, Nico Pino, Ah oui, qui Attends, aura. alors là, Nico Pino, tu vas me faire la transition, parce qu'on a parlé de Cadillac. Nico Pino Ouais. qui se retrouve chez Proton Compétition cette année chez Porsche. C'est un produit Stellantis, on est d'accord, hein? Alors comment on l'explique ça? Parce que Mais je sais faut pas. expliquer aux gens. Et attends, mais j'ai envie de t'expliquer aussi autre chose, ou en tout cas d'essayer de comprendre. C'est-à-dire que tu as Nelliani qui est le pilote de référence de cet équipage. Donc, Proton Compétition engage toujours une Porsche 963. Nico Pino, produit Stellantis, est là. Nicolas Varronnet, protégé de GM et de Cadillac, Oui, se retrouve à côté. oui. Mais alors là, Et je ne Neil comprends Jani. pas. Je ne comprends pas Et c'est vrai cet qu'il est équipage improbable. Proton. Bah, après, alors, pour Niliani, il a quand même eu tendance, parfois, je trouve, à se retrouver dans des projets un peu comme ça. Quand il s'est C'est retrouvé, par dommage parce qu'il est exemple, au bon. volant d'une. Bah, il est très bon, mais quand il s'est retrouvé au volant d'une d'une GTE Pro au 24 heures du Mans, par exemple, tu sais, quand le projet. Quand le programme Porsche 919 hybride s'est arrêté, Oui. il a. André Lauterer, je sais pas si on lui a proposé un volant en LM GTE Pro, mais des infos que j'avais eues, de toute façon, lui, ça faisait pas partie de ses projets. Il a toujours voulu se battre au 24 heures du Mans pour la victoire au général et pas aller dans une autre catégorie. Il a rien contre le GT, c'est pour ça qu'il a déjà fait plusieurs fois les 24 heures de Spa-Francorchamps, et même il a fait les 24 heures du Nürburgring aussi, parce que tu peux te battre avec une Oui, GT pour la pour la victoire au victoire. général. Mais en tout cas, il n'a jamais été intéressé par le Mans en GT, de ce que j'en sais. Mm. André, si tu nous regardes. Et par contre, Niliani, tu vois, il s'est retrouvé au volant d'une LM GTE Pro, et de mémoire, c'était pas ouf. Et Ah, c'est dur à attendre de s'adapter hein, quand bien tu es sûr, pilote non, mais bien proto. sûr. Ouais, non, mais voilà, là, il se retrouve là, c'est bien. L'année dernière, il était déjà dans le programme, avec Julien Handlauer Oui, notamment. tout à fait. Et ouais, pour qui, pourquoi, je sais pas trop. Mais moi, c'est surtout les deux autres jeunes, si tu veux, qui viennent non plus. l'épauler. Ouais. Je pense que Christian Ried a envie de lancer peut-être des jeunes, et c'est super, c'est tout à son honneur, parce que Julian Lower, si il est pilote Porsche officiel, c'est aussi parce qu'il a eu la chance ou l'opportunité, entre guillemets, de montrer sa valeur en LMP2 en Asian Le Mans Series, puis Oui. en WEC à bord de la Porsche 963. Hein. Mais quel est le. Ah, je sais pas, le projet, je sais pas. Ouais. Non, mais moi, j'aime bien. Je suis con, hein, mais moi, j'aime bien comprendre les trucs. Quel est le projet? Quel est Parce notre que, projet? Qui Bon. finance qui finance et quel est l'intérêt? Parce que lancer des jeunes, c'est cool, mais tu vois, Julien Handlauer, Julien Handlauer, on le connaissait quand même depuis quelques années, notamment pilote déjà Porsche. avec Christian Ried, parce qu'il avait gagné sa catégorie aux 24 heures du Mans. C'est ça. Mais quel est le projet de. Ok, et puis après, Non, là. il part, il s'en va, tu l'as plus dans la voiture. Quoi, Porsche, du coup, en échange, fait un cadeau à Christian Ried? Ou est-ce que Stellantis place Nico Pino dans cette Attends, voiture? je vais aller plus loin. Non, mais je vais aller plus loin. C'est que Christian Ried camoulox total, c'est-à-dire qu'on y reviendra oui, dans avec les quelques Ford. minutes, mais il fait rouler des Ford, et Ouais. lui, à titre perso, il va rouler chez Mercedes cette année. C'est vrai? Oh putain. Dans la Mercedes 61 avec Maxime Martin et Lino Dinius. Il a pété un Je- câble en fait. Il a je quel ne âge? comprends pas. Christian Ried doit avoir cinquantaine, non? C'est la crise de la cinquantaine. Ouais, putain, il a carrément pété un câble, quoi. En fait, il s'est dit, mais attends, quoi? Mais ça fait 45 ans que je suis toujours avec des Porsche. Mais attends, mais il y a d'autres bagnoles, en fait. Ah, C'est mais je suis clair. pas obligé de rouler en Porsche. Ah non, mais pas du tout, Christian. Ah, ok. Ah, mais c'est bon, je vais engager des Ford, je vais rouler de mon domicile au circuit en Ferrari, et puis je vais aller en Mercedes chez Iron Lynx. Ou alors, Aucun problème. ils ont autorisé dans le coin où il est, je sais pas s'il est en Autriche ou en Allemagne, mais ils ont autorisé l'import de Ford et de Mercedes. Il s'est dit, ah, bah, ok, Peut-être. en fait. Non, c'est vrai que Non, mais étonnant, c'est le incroyable. changement, ouais. Incroyable. Et tu vois, et on parle de la crise de la cinquantaine, j'aime bien parce que voilà, là on fait des transitions, pas comme au JT, mais Tout de suite, ça va la être le méthode. 50e départ de Porsche. Oui, 50e départ en WEC de Porsche depuis leur retour en 2014, tu vois. exactement. Si on cumule, toutes les participations, donc sous l'ère Hypercar, mais aussi du coup en LMP1 à l'époque, Oui. ça fait effectivement une cinquantaine de. Enfin, c'est pas une Ah bah cinquantaine, 50. c'est 50.
Ouais, ils en ont 49, donc c'est ça sera le 50e départ. Ouais. Exactement, 34 avec la 919 hybride et donc la 16e avec la 963. Ça commence à compter, hein. C'est pas le Oui, constructeur qui est le mieux représenté en termes de statistiques à ce niveau-là, parce que quand même devant ils sont loin. C'est Toyota avec 92 départs au Qatar et qui va célébrer en tout cas son 92e départ. Donc Porsche, Toyota, ça va être un peu le duel. Qu'est-ce que t'en penses de Porsche? Est-ce que tu crois que, je parle pas de la Proton en compétition, mais les Porsche Penske, avec là pour le coup des équipages qui ont été remaniés et pour le mieux, selon moi, là ça va envoyer du lourd encore, non? ça va envoyer du sac. Bah écoute, je sais pas trop quoi en penser. En fait, l'année dernière, je trouvais que c'était assez lisible et on s'attendait à une belle saison de Porsche. Et là, je m'attends toujours à les voir aux avant-postes, mais je mesure le fait que Ah les ouais? autres vont augmenter. En fait, tu vois, j'y pensais d'ailleurs ce matin avant qu'on enregistre, c'est que de ce que j'arrive à comprendre de la Formule 1, moi, depuis ma distance, que je suis pas forcément un gros suiveur de la Formule 1, mais Mhm. de ce que j'en capte, je vois que chaque saison, enfin, depuis quelques saisons en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ce côté, peut-être que tu vas me dire que ça fait 30 ans que c'est comme ça, tu as une équipe qui est plutôt à l'aise en début de saison, et puis il y en a une autre qui va amener des évolutions, qui va tester à Barcelone ou à Monza ou machin, ils vont ramener de nouvelles pièces, et puis hop, tiens, ça marche. Ah bah du coup, ok, ça y est, la McLaren est un peu au niveau de la Red Bull, du coup voilà, il y a un peu plus de bataille, mais les Ferrari sont décrochés. En fait, au fur et à mesure de la saison, tu as des jeux qui se créent entre des mises à niveau, une voiture qui était performante mais Oui, qui se fait dépasser, etc. etc. c'était un peu plus le cas encore à l'époque, parce que maintenant on a moins Ok, le d'accord. droit de faire des essais. Ok, Mais oui, en fait, si tu veux, en Formule 1, c'est souvent l'équipe qui sait qu'elle pourra pas jouer le titre ouais. se dit bah, je vais me concentrer sur l'année suivante. Et Voilà. hop, et directement ils abandonnent le projet entre guillemets de l'année, hormis quelques petites courses. Je le vois moins en endurance. Et Alors ben peut-être si pour Le Mans. justement, c'est là où ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on a cette vision du championnat, qu'on a un nombre d'engagés important, qu'on a aussi la BOP, à une Ouais. époque, en gros, tu misais tout sur Le Mans, et si t'étais pas à l'aise à Fuji ou à Kyalami ou machin, on s'en foutait un petit peu. Hmm, Là, j'ai un peu plus ce sentiment qu'il y a quand même une vision dans la durée. Les constructeurs, c'est vrai. Pierre Fillon nous l'a pas dit, mais j'imagine quand même qu'ils ont mis des garde-fous en place et que tu peux plus faire une Peugeot 2012 en disant du jour au lendemain, au fait, merci, mais nous on s'en va quoi. Je pense que les constructeurs s'inscrivent dans la durée, qu'ils ont cette vision et que du coup on se rapproche un peu du fonctionnement comme on pourrait l'avoir en Formule 1, qui est de se dire, ok, on n'est pas encore à l'aise là, mais c'est pas grave, on capitalise, on va trouver des infos, on va faire évoluer la voiture, on va prendre un petit joker technique, on va trouver des réglages. Et du coup, c'est intéressant parce que les Porsche qui étaient très à l'aise l'année dernière, peut-être le seront moins cette année, ou en tout cas, elles seront peut-être toujours aussi efficaces, mais Oui, mais il les va y autres vont avoir progresser. l'Alpine qui va progresser, les BM, enfin, on en parle ou Ouais. pas de BMW, je pense que Ah, on c'est. va en parler, ça c'est clair. Je pense que ça va être la nouvelle, le contre-pouvoir par rapport à Porsche. Et tu vois, je trouve ça bien parce que ça va nous apporter de la compétition. Après, c'est encore plus compliqué à suivre, j'ai l'impression, Ah bah parce que oui. d'une course à l'autre, tu sais pas forcément qui va être le mieux, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Merci, là, merci. le fait de faire, bah oui, souvent très intéressant ce que tu dis. Le parallèle entre la Formule 1 et le WEC, moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai qu'en Formule 1, tu as les 10 équipes qui sont présentes, parfois il y en a plus, mais on va dire que les 10 sont là. Il y en aura 11 avec Andretti, mais il y a une stabilité. Là, en WEC, c'est vrai qu'à l'époque, enfin en endurance, voilà, tu avais les constructeurs qui arrivaient, qui repartaient, qui étaient pas forcément fidèles au championnat. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de construire justement quelque chose et que les constructeurs, voilà, on leur dit il faut que vous emmeniez deux voitures avec des équipages qui se tiennent. Si vous êtes engagé en hypercar, c'est pas mal aussi que vous soyez engagé en LMGT3 parce que ça facilite un peu les choses et que McLaren, dans quelques mois, semaines, voilà, vont peut-être aussi se dire bon, il faudrait peut-être quand même qu'on annonce quelque chose pour l'hypercar si on veut rester en LMGT3 avec notre voiture. Et je trouve que le fait qu'il y ait cette stabilité et qu'on se partage un petit peu le gâteau, alors c'est pas encore tout à fait au niveau de la Formule 1, parce que ça génère pas encore autant d'argent et de financement, mais enfin, je pense quand même qu'effectivement on est pas loin d'être dans le vrai là sur le côté stabilité, quoi. Je pense qu'on n'en arrivera pas au niveau de la Formule 1 ou par exemple de certains sports américains où tu détiens quasiment une licence. Tu sais, Sauber qui va devenir Audi. En fait, tu as un espèce de droit de participer au championnat qui se monnaie et donc tu peux revendre à quelqu'un. On n'en arrivera pas au point où Porsche à un moment se dira bon, bah, nous on a. Enfin, j'espère pas parce que ça serait quand même une vision différente du sport que j'aime tant qu'est l'endurance.
Mais tu vois, on n'en arrivera pas à ce point-là où Porsche dira, bah nous, en fait, on va se retirer, on vend notre droit de participation, on vend notre patente à je sais pas qui. Par contre, Hmm. par contre, le truc auquel je crois vraiment, et j'espère que les équipes de la CO travaillent déjà, et de la FIA travaillent déjà là-dessus, c'est préparer l'arrivée des Gen 2, enfin de nouvelles hypercars en fait, parce que là Oui, on est encore sur des hypercars. La GR010 finalement elle date de 2021 maintenant, hein, ça fait quand même 4 ans que ça roule. Il va falloir préparer l'arrivée de nouvelles hypercars, donc bah, si on suit la logique, une nouvelle Toyota, une nouvelle Peugeot, bon ça j'y crois un peu moins. Bref, elles sont homologuées pour 5 ans à la base, et je crois que ça a été prolongé d'ailleurs, hein, elles ont une durée de vie un oui. peu plus longue, mais bref, il va quand même falloir à un moment se préoccuper de ça. Puis il va peut-être falloir aussi se préoccuper du renouvellement, peut-être donner plus de place aux équipes privées. Cette année, ça recule, il y en a moins. Mais peut-être qu'à terme, Porsche voudra se retirer, mais dira ok, nous, on se retire, mais c'est une équipe privée, c'est Proton, par exemple, qui gère notre programme. Et vraiment avec un flux financier différent de l'accord qu'il y a avec Penske, tu vois ce que je veux dire, en leur donnant plus d'autonomie. Mais un peu comme le fait Aston Martin ici. Est-ce que c'est vraiment un programme Aston Martin officiel? Pas Non, je tant, suis tu pas vois. sûr. Et je pense que si on veut. Je pense que l'endurance est à un croisement où aujourd'hui le championnat peut avoir une longue vie et comme la Formule 1, tu vois, avoir cette stabilité au niveau du nombre d'engagés, mais ça passera, à mon avis, à l'avenir par ouais, Porsche qui se retire, mais qui est représenté par un agent. Oui. Ferrari, pareil, qui peut laisser la main. Je pense que des gens qui ont de l'argent et qui ont l'envie et la passion de faire rouler des Ferrari à haut niveau, il y en a. Il faudra peut-être revoir le modèle économique, que ça soit moins de dépenses, c'est possible. Mais bon, Ouais, après, le risque qu'on peut avoir là-dessus, c'est que tu vas te retrouver, peut-être comme en LMP2, ou peut-être comme à l'époque, au début des années 90 ou fin années 80, tu as une voiture qui fonctionne mieux, toutes les équipes vont aller vers ce constructeur ou vers cette voiture. Et ça, c'est ce qu'on veut pas, justement, à la CO. Tu vois, en LMP2, le châssis Oreca, il a été meilleur, bah, il est plébiscité, et maintenant, c'est que des Oreca. C'est pas du tout un choix de la part de la CO, mais voilà, Oreca a mieux travaillé, ou en tout cas, l'Oreca 07 est plus efficace, donc du coup, eh ben, tout le monde va se diriger là-dessus. À l'époque, c'était Porsche, tu vois, dans la catégorie après, Rennes en groupe C. ouais, sauf que là, en hypercar, la règle, c'est 2 voitures mini, 4 voitures maxi. Donc, de toute façon. C'est vrai. Mais oui, je suis d'accord, il peut y avoir ça. Mais, en tout cas, moi, j'aime bien. S'il y a un bon parallèle à faire avec la Formule 1, et comme tu l'as dit, et moi, j'étais un peu sceptique avec ça au début, mais en fait, c'est bien, ça organise un peu mieux les choses. C'est d'avoir ces 2 voitures par constructeur. Et comme tu dis aussi, le fait d'avoir un programme GT3, ça te. C'est pas que ça te coince le doigt dans la porte, mais ça crée des liens C'est ça. tu peux moins te retirer facilement. Non, mais faut voir aussi pourquoi c'est fait, hein. Bien sûr. C'est parce que c'est moins facile du jour au lendemain de mettre un programme en pause parce que tu es impliqué en GT3, ça veut dire avec des pilotes gentlemen. Tu es impliqué en hypercar, ça veut dire aussi avec des intérêts financiers des partenaires. Tu peux pas sortir comme ça. Ce qui était possible il y a un peu plus de 10 ans maintenant, comme Oui, je le oui. rappelais tout à Mais, l'heure avec mais l'époque Peugeot. honnêtement, en vérité, il se passe ce qu'on dit en hypercar potentiellement pendant quelques années, ça en LMGT3 déjà. En fait, il y a des agents ou des équipes qui Oui, bien représentent les sûr. intérêts du constructeur. Et je pense que là-dessus, ça peut être une évolution pour l'hypercar aussi, parce que les pilotes sont là. Il peut y avoir, alors non, en hypercar, il pourrait pas y avoir un système pro-am, hein, je pense que ça serait trop compliqué. Mais en tout cas, cette idée-là d'avoir une équipe qui représente un constructeur, moi je la trouve bonne, hein. Elle existe Et déjà puis, pour certains constructeurs comme BMW, comme Cadillac, comme Porsche. Voilà, ça pourrait être généralisé à d'autres constructeurs, Toyota, Peugeot, etc. et puis quand l'hypercar mourra, on va pas Le plus tard on possible. va voilà, on le souhaite pas, mais ça arrivera. Euh, Peut-être qu'on aura aussi un renouvellement. Là, je fais un épisode philosophique. Ça me fait penser un peu à celui qu'on a enregistré à Rétromobile et que Ah vous oui, aurez qui dans sortira quelques bientôt. semaines. Mais quand l'hypercar mourra, on aura aussi peut-être le retour des initiatives privées du genre un riche propriétaire, un riche collectionneur qui se dira bah moi en fait je veux faire rouler une Ferrari au Mans et donc il prendra un modèle de route qui va coursifier. Tu vois, je pense à ça, je fais un parallèle par exemple avec Ouais, c'est vrai. le, dé- Tower Porsche. avec ça, je fais aussi un parallèle plutôt avec les GT1 ou avec la 550 Maranello qui part à la base d'une initiative privée quand même. Tu vois, il y a souvent eu la F50, normalement, on aurait pu la voir au Mans en GT1. En fait, il peut y avoir aussi parfois les McLaren, c'est quand même une pression aussi des clients de C'est vrai. vouloir que McLaren aille au Mans. Et on était vraiment au creux de la vague, on sortait du groupe C, on était sur des années pas ouf en termes d'attractivité des 24 heures du Mans. Donc c'est pour ça que je fais un parallèle en disant, le jour où l'hypercar commencera à battre de l'aile et où les constructeurs s'en iront, j'espère dans le plus tard possible, j'espère jamais, j'espère pas connaître cette période, mais peut-être qu'elle arrivera,
il y aura quand même quelque chose qui reviendra et il y aura d'autres intérêts qui émergeront. Ouais, je le vois moins arriver ça quand même, parce qu'on a Pour vraiment l'instant, justement, on est comme pas... tu dis, Ouais, on est bien, ouais. non mais on a mis des garde-fous quoi, pour éviter de se retrouver dans la période années 90, fin du groupe C. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant. On a évoqué Porsche, donc ils vont célébrer leur 50e départ. Toyota, je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, ni en tant que pilote, ni sur la voiture. Voilà, c'est la stabilité. Ils sont bien, mais il va falloir peut-être éviter les erreurs. C'est plutôt ça un peu qu'on peut se Bah, dire ou pas? oui, il y a plus José Maria, donc déjà, il y en a moins des erreurs. Oui. Il y a Mike Conway qui est pas forcément flamboyant, on en a déjà parlé ici. Ah, des fois, il est quand même. Ouais, il sait être rapide, hein. Moi, je pense que l'objectif principal, évidemment, c'est la reconquête des 24 heures du Mans. C'est Eh quand, oui. Ah quand ben là, il même. le faudra parce que, mine de rien, on est quand même dans le schéma qu'on a toujours connu, c'est que Toyota sans adversaire gagne, mais quand il y a de l'adversité, ils sont rapides, mais il y a toujours un Mm, petit couac, il y a mm. toujours voilà, un petit grain de sable qui vient dans les rouages Moi, et je qui vois. les empêche de gagner. Là, tiens, je vais prendre un petit pari sur Toyota. Parce Ah, que c'est le moment de le faire, on est en début de saison. Je vois où. Parce que là, ils ressortent de la saison de manière quasiment blanche. En fait, ils ont le titre constructeur, mais ils n'ont pas les oui, 24 heures du Mans, ils n'ont pas le titre pilote, et ils ont. Voilà. Euh, Cette année, je vois Toyota gagner le titre constructeur ou gagner les 24 heures du Mans, mais pas les deux. pas mal. Voilà. Ok, comme l'année dernière, quoi. Ouais, comme l'année dernière. Ben, moi, Oui, c'est ça, ouais, ouais. je me dis qu'effectivement, Toyota là aura peut-être enfin les cartes dans le Hmm. bon ordre pour gagner le Mans parce que ils ont été dans la lutte pour la victoire face à Ferrari depuis 2 ans. Et en fait, je le dis déjà depuis quelques épisodes, mais Toyota a perdu les 24 heures du Mans 2 fois en 2023-2024. C'est pas Ferrari qui est allé gagner cette victoire, hein. Donc, Hmm. enfin, il y a un Ouais, peu des deux. Mais voilà, je sais pas sur la saison, tu vois, l'année dernière on avait dit que Porsche allait être au rendez-vous et allait pas dominer, mais en tout cas être vraiment bien représenté. Je sais pas, moi j'ai envie de voir Cadillac quand même monter un peu en puissance. Et je le disais l'année dernière, alors faudra voir vraiment sur l'exploitation de la part de Jota, Hmm. mais je sais que c'est une équipe solide. Et ça va peut-être quand même créer une belle différence. On va voir ce que ça peut donner. C'est peut-être au niveau des équipages que ça peut être un petit peu plus compliqué. Est-ce que BMW ne serait pas la surprise de 2025 finalement, au vu de ce qu'ils ont montré d'ailleurs dans le prologue? Faut pas trop regarder les chronos de près, mais en tout cas ils ont fait pas mal de tours, notamment avec la numéro 15. Ils ont encore une fois confirmé, ils ont bien appris. Et il y a WRT derrière, quoi. Bah, je l'ai dit l'année dernière déjà dans certains épisodes. Pour moi, la line-up de pilotes chez BMW, c'est parmi les meilleurs. C'est vrai que quand tu vois les noms qu'il y a ailleurs, effectivement, c'est pas forcément les équipages avec le plus de victoires, avec le plus de palmarès. Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve que l'association, maintenant, en plus, il y a Magnussen, Marcello, Vantore, quand même. Enfin, Ah bah c'est sûr. voilà. Et puis, sur la 20, t'as Robin Frijns, René Rast et Sheldon van der Linde. Pour moi, on est sur un cumul d'expériences différentes entre des baroudeurs du GT, un peu de tourisme, un mec qui vient de la Formule 1, qui en a fait quand même plusieurs saisons. Euh, je trouve que c'est le bon mix. Ouais, c'est vrai. On avait vu que. On se demandait comment la mayonnaise prenait et on trouvait qu'il y avait un truc qui n'avait pas pris. Là, j'ai l'impression que c'est mieux. Est-ce que c'est parce qu'ils ont. Parce qu'à l'arrivée de Magnussen, il n'y a plus Philippe Eng, je crois. Bon, je sais pas. Mais en tout Bah, cas, je Eng, pense. il est en IMSA. Non, Ouais, ouais, ouais. il y a plus Marco Wittmann qui Voilà, était exact. un cador en DTM. Mais alors franchement, c'est vrai qu'en hypercar, alors moi on me disait que non, il est super, il n'y a pas de problème. Ouais, mais il fait toujours quelques petites erreurs. Il était un tout petit poil en dedans. Moi je trouvais, en tout cas, il y a des pilotes qui m'ont confirmé qu'il était très rapide. Mm. Mais moi je Après, trouvais qu'il était un petit peu. ouais. Ouais. Ça, c'est les Allemands. Ils adorent. Ils ont envie de voir des pilotes DTM gagner aux 24 heures du Mans. Faut toujours qu'ils aillent nous caler du Bernd Schneider, Bah oui, Laurent bah, Aiello. et Toyota, Ouais. il faut bien toujours Ouais. qu'il y ait des pilotes japonais qui soient dans Ah, mais bien l'équipage. sûr, bien Je sûr. pense que chez Peugeot, on a fait pareil aussi, hein. On a mis Jean-Éric Vergne dans une voiture, la 93, et Loïc Deval dans la 94, pour avoir justement, si des fois il y a un podium ou si des fois il y a une victoire, qui est Mm. toujours une présence française pour le storytelling, je pense. Ouais. On sait jamais. Si il y a une victoire, Peugeot. Bah oui. Oh là là. Ouais. Non, alors BMW, du coup, pour moi, c'est pas une surprise parce que. Tiens, comment dire. On en parle, tu vois. À Daytona, ça s'est vachement bien passé.
C'est vrai. Ah bah non, attends, ça s'est pas bien passé. Ils auraient dû gagner à Daytona. Ils ont raté la victoire. Non mais d'accord, il y a eu le cafouillage à la fin, enfin ça a merdé à la fin, mais ce que je veux dire c'est que la performance elle est là. Moi je les vois bien être à haut niveau, et encore une fois, bah, on est obligé de modérer avec Dries Vanthoor, quoi. Aïe aïe aïe. Et Kevin Magnussen dans une moindre mesure, mais à Daytona il a été quand même plutôt sérieux. Toujours mordant, mais plutôt sérieux, je trouve. Non, il a fait des conneries à Daytona? Non, Kevin Magnussen, il est toujours agressif. Agressif, c'est ça. Toi, tu dis agressif. Moi, je dis mordant. Ouais, bah, il va jusqu'à la limite, quoi. Ah oui, il pousse les autres à la limite, surtout. Voilà, exactement. Dries Vanthoor aussi les pousse, mais du coup, après, ça casse la voiture, quoi. Et puis Marcello, on l'avait dit aussi, depuis Macao, là, peut-être, lui aussi s'est rendu compte qu'il pouvait être italo-suisse, mais pas forcément gentil et neutre tout le temps, mais un peu plus sortir les coudes. Parce que, ouais, encore une fois, je me répète, alors bon, pour ceux qui nous rejoignent, et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vrai, merci encore à vous. Mais oui, c'est vrai, merci. Je vais répéter ce que je disais sur Raffaele Marcello, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un excellent pilote. Évidemment, ça, c'est facile de le dire. En GT, une vraie référence, une constance. Je fais le parallèle avec sa nationalité suisse, mais tu vois, il a une précision presque horlogère, il a ce côté toujours référent, toujours performé. En GT, c'est incroyable le nombre de victoires qu'il a pu cumuler. Mais là, j'ai l'impression qu'il a trouvé un truc pour être un peu plus incisif. C'est ça. Et puis, il y a aussi cet apport de WRT avec cette fameuse structure dirigée par Vincent Voss, mais voilà, qui te cadre aussi finalement. On en parlait chez Cadillac avec Jota, je pense que ça va être un bon point positif. Et là, pour WRT, ils ont quand même trouvé des clés pour faire fonctionner cette BMW. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard, hein. Quand même, quand tu as des équipes derrière qui sont calées. C'est agréable à voir, hein, cette progression. On espère voir une belle progression aussi pour Alpine, avec des équipages qui ont aussi été un petit peu remaniés, avec l'A35, donc Châtain, Habsbourg et Milesi. Et puis sur la 36, on a Makowiecki qui arrive de chez Porsche. Donc ça va apporter, je pense aussi, pas mal d'expérience et d'informations. Mick Schumacher. Et puis Jules Gounon, qui a le drapeau français là dans la liste des engagés. Alors je ne sais pas si c'est une erreur ou s'il aura le drapeau andorran, mais Jules Gounon en tout cas a réussi à faire ce que pas beaucoup de pilotes font, je pense, à part Christian Ried peut-être, mais rouler pour Mercedes et pour Alpine, pour deux constructeurs dans une même année, quoi. C'est bien quand même de faire ça parce que il est fidèle à Mercedes. Et il est prêté par Mercedes. Oui, ce que je veux dire, c'est que je trouvais ça, quand j'avais échangé avec lui il y a 2 ans, je trouvais ça dommage moi j'avais la vision, je me disais, il est enfermé dans cette cage dorée chez Mercedes et ça retournera jamais au Mans. Et du coup, il est piégé, il pourra pas aller en hypercar. Et là, il a trouvé via son management cette opportunité que je trouve exceptionnelle d'avoir les 2 programmes, c'est top. Donc moi, j'attends beaucoup d'Alpine, effectivement. Ils ont utilisé un joker. Oh, comme c'est bizarre sur ce fameux moteur dont on parlait l'année dernière. Oui. Toi, tu me promettais des merveilles, bon. Oh bah si, sur des courses de 6 heures, de 8 heures ou de 10 heures, ça marche, hein. Ouais, oui, bah c'est vrai que c'est en début de soirée au Mans que ça a commencé à péter. Bah oui, à cafouiller. Ça a fumé, ça. Ouais, ça, c'est des belles images du Mans. Non. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est la légende, ce genre d'image-là. C'était Ferdinand Habsbourg, je crois, qui était au volant, hein, c'est ça? Eh oui. Ah, c'est magnifique, quoi. Alors, non, mais j'ai rien contre lui, hein. Ferdi, si tu nous écoutes, j'ai rien contre lui, mais je trouve ça... Voilà, ça, c'est la légende du Mans, quoi. Le truc qui pète... Ça s'arrête à Arnage, sublime. Ah, c'est triste. Sublime. J'espère que cette année, ça va aller plus loin. Et comme tu l'as dit tout à l'heure dans les enjeux, pourquoi pas une victoire sur une des courses d'Alpine. Au Mans, je pense qu'on est encore un poil tôt. Ouais. Et sur une des manches, pourquoi pas. Et sincèrement, j'ai envie que ça performe, quoi. Je mise plus sur Alpine que sur Peugeot. J'adorerais avoir Peugeot au plus haut niveau aussi. Je l'ai déjà dit plein de fois. Mais je sens un peu mieux le projet Alpine. Ça, c'est structuré, c'est beaucoup plus organisé que ce ne l'est du côté de la Formule 1, que ça pouvait l'être en tout cas par le passé. Ah, c'est sûr. Les pilotes, tu vois, j'étais un peu critique. Ils ont remanié ce qu'il fallait remanier, selon moi. Et donc, voilà, on est bien là. Là, on a les bons ingrédients. Et si le moteur en plus est fiabilisé, vamos. C'est vrai que ça peut le faire, en effet. Et puis, Ferrari, on n'a pas évoqué non plus spécifiquement.
Bon, ils sont là où on les attend. Voilà, il y a les deux mêmes équipages. Ils ont beaucoup roulé pendant le prologue. Ils ont engrangé de l'expérience. C'est avec Toyota, en fait, c'est eux qui ont le plus roulé. Sur les chronos, bon, voilà. Après, ils se sont pas trop montrés. Je pense qu'ils ont l'habitude de cacher un peu leur jeu. C'est le cas aussi pour Toyota, hein, cela dit. Les meilleures vitesses de pointe, quand même, c'était pour Ferrari hein, au Qatar. Donc, ça veut dire que la BOP pour l'instant peut être plutôt intéressante parce que quand tu as une bonne vitesse de pointe au Qatar, ça peut quand même t'aider un peu, même si le premier virage, c'est pas facile de doubler, mais tu peux prendre l'aspiration. Enfin, tu vois, ça dépend aussi comment tu l'utilises, cette fenêtre de performance, justement. Ce barème, cette BOP a été un petit peu ajusté juste après le prologue. Donc voilà, pour essayer de rééquilibrer un petit peu, quoi. Je pense que là, on va être dans le AF Corset, qui est une écurie qu'on connaît depuis très longtemps, avec l'expérience en GT notamment. Ils ont fait un peu de P2. Là, on va être vraiment dans... C'est la 3e année d'exploitation de la voiture. Je pense que ça va être d'une finesse et d'un niveau de performance incroyable. Toujours en ayant le paramètre qui est entre qui est le pilote, quoi. Sauf erreur de pilote, etc. Mais je pense qu'en termes d'exécution, de préparation, de pouvoir mettre entre les mains des pilotes des voitures parfaites, je pense que là, après 3e saison d'exploitation, ça va être fou, quoi. Là, ça va être du très haut niveau. Ah oui, non, je pense aussi effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai hâte. Hein, ça sera sur Eurosport à suivre, entre autres. Hein, il y a l'application officielle WEC, évidemment, bien sûr. Le 28 février, donc là, dans quelques jours seulement, dans quelques heures même, je dirais, à partir de 11 heures en direct. Donc on a décalé un petit peu l'horaire pour satisfaire les obligations au niveau du Ramadan, notamment, qui débutera le lendemain. Et donc du coup, eh bien, ça sera un plaisir. Enfin, j'aurai le plaisir, en tout cas, d'être au micro avec Gilles Delaposta, avec Yann Erlaché et Nathanaël Berton. Donc j'ai hâte aussi que ce soit une belle ouverture de saison. Alors on parlait de pilote. Moi, je voulais faire la transition avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la règle de la moyenne de poids, qui ça y est revient. Parce qu'on avait ça, je crois, en 2012, il me semble, sur un équipage de 3 pilotes. Voilà, il faut faire une moyenne de poids et on arrive à un poids de référence de 82 kg. Alors, qu'est-ce que tu en penses, justement? Parce qu'on va compenser les pilotes qui sont un petit peu plus légers, j'allais dire, ou en tout cas un équipage moyen qui est plus léger, en lui rajoutant du poids. Mais sauf que le pilote qui est déjà de toute façon aux alentours des 80, il va aussi ne pas en bénéficier, entre guillemets, de cette règle parce que il y aura du poids en plus. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà, ce Alors, poids de référence 82, est-ce que c'est plutôt bien ou pas bien? donc vous êtes bien dans l'Endurance Club. Alors, si vous avez déjà compris les différentes catégories de voitures, c'est bien. Si vous avez compris les catégorisations de pilotes, c'est bien. Bravo. Si vous avez compris la BOP, c'est que vous avez débloqué là un succès. Ouais. Maintenant, on va passer dans le poids des pilotes. Alors, j'ai pas tout compris sur le... Parce qu'il y a des règles, ils parlent des qualifications, de la course, machin. Bon, je crois que ça s'applique tout le temps, en fait. Hein. Mais en gros, je vais essayer de le faire de manière synthétique, comme je l'avais fait avec la BOP l'année dernière. Tu sais, je pourrais presque en faire un extrait audio et c'est le guide, le 101 de la BOP. Alors, pour le poids, l'explication, la règle est qu'on prend un poids de référence moyen pour l'équipage qui est fixé à 82 kg. Si vous avez 3 pilotes et que ces 3 pilotes font 82 kg, c'est parfait. Vous pouvez avoir votre voiture au poids minimum qui est imposé, qui est, je vous rappelle, défini en fonction de la BOP. C'est-à-dire que vous pouvez être à 1030 kg, mais si sur un circuit, la FIA et la CO ont décidé que vous étiez à 1042, vous serez à 1042. Ça, c'est indépendant du poids. Donc, vous avez votre poids minimum à respecter. Il est à 1030 mini, mais il peut être plus haut. Et ce poids peut être modifié à la hausse ou à la baisse si la moyenne du poids de votre équipage, des pilotes, on parle, est inférieure ou supérieure à 82 kg. C'est ça. De quoi on parle? On parle du pilote, pas sur une balance quand vous allez chez le médecin et que vous faites vos petites vérifications. Ah oui. On parle du poids du pilote équipé, c'est-à-dire combinaison, chaussures, casque, système HANS sur lui. Si vous êtes en dessous de 82, on prend votre poids. Si vous êtes au-dessus, on le prend. On fait la moyenne et ensuite on va corriger. Par exemple, on l'avait fait tout à l'heure, je crois. On a fait nos petits calculs avant d'enregistrer. Mais si vous avez un pilote à 60 kg, un pilote à 70 et un pilote à 100 kg. Ce qui est rare. Ouais. Écoute, je vais peut-être me lancer d'un. Non, mais
En fait, je ne sais pas si c'est malin de donner un exemple, mais vous avez compris qu'il faut faire cette moyenne. Donc, vous prenez les 3 poids des pilotes, vous les divisez par 3, vous obtenez, par exemple, on va obtenir 78 kilos en moyenne. Ok, Ouais. et ben, il faut atteindre le poids de 82, donc la voiture sera lestée de 4 kilos. Ces 4 Donc ça kilos veut dire que le seront pilote qui rajoutés fait au 100 poids kilos, minimum. Ouais, il va avoir 4 kilos de plus. Mais exactement. cette règle, elle est plutôt pour le pilote qui fait 60, pour avoir 4 kilos de plus, pour essayer d'un peu équilibrer, quoi. En fait, c'est. Oui, exactement, c'est ça. C'est que. Il y avait plusieurs pilotes qui se sont élevés contre ça. C'est pas trahir un secret de dire que, par exemple, James Calado fait partie des pilotes les plus légers. Enfin, en tout cas, essaye de se battre pour devenir le plus léger. Oui, c'est plutôt ça. Oui, C'est qu'il non, est, voilà, il est pas voilà. léger de base, Voilà, parce c'est qu'il ça. fait quoi, 1m81, donc déjà, quand t'es grand, tu dois quand même avoir un poids de référence. Et du coup, il a fait des efforts de malade, voire même trop d'ailleurs. Il a pris des Perdu risques plus de 10 pour sa kilos. santé, Ouais, exactement. pour atteindre 68. Ouais, Non mais ouais, c'est ouais. dingue. Et du coup, voilà, les pilotes, certains pilotes, je dis pas tous, on les met pas tous dans le même truc, mais certains pilotes, Lorenz Vantore aussi, à fond sur la diététique, se sont lancés dans cette croisade de perdre du poids parce que il y a cette légende qui dit que 10 kilos aux 24 heures du Mans, c'est 4 dixièmes au tour. Donc, voilà, les pilotes sont des performeurs, sont des sportifs de haut niveau, et donc ils vont essayer de chercher à optimiser chaque élément sur lequel ils ont le pouvoir, et donc le poids en est un. Mais je pense qu'il y avait une course un peu malsaine là-dedans. Donc là, la CO et la FIA ont défini ce poids de 82. Je ne sais pas d'où il sort. Écoute, ça serait intéressant de creuser, mais je pense qu'ils n'ont pas fait ça au hasard. Et voilà, ça fixe une limite, ça fixe une référence, on va dire. Effectivement, moi, ce que je vois, c'est que un pilote qui est déjà à un poids plus élevé, un gentleman, on va faire dans le cliché, mais un gentleman driver dont c'est pas le boulot d'être pilote, qui a un peu d'embonpoint, il va se retrouver avec une voiture qui va être encore alourdie s'il est avec des pilotes qui sont légers. Enfin, en fait, je sais pas, il va falloir le. Il y a un truc. C'est comme. Je pense qu'ils ont pris ce poids de référence parce que déjà en hypercar, on n'a pas de gentleman, voire pas beaucoup Bah, en tout cas même. oui, enfin, Voilà. c'est interdit en tout cas au niveau catégorie, mais oui, oui. Ouais, il n'y a pas de pilote bronze, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on a pris 82, je pense, pour justement être le plus large possible. Si tu as un pilote qui fait Oui, 1m80, oui, oui. généralement, il est aux alentours des 77, 78. Et donc, ça lui laisse la possibilité de ne pas faire un régime express. C'est-à-dire Alors, qu'en fait, il vaut mieux, finalement, maintenant, avec cette règle-là, viser les 77, on va dire, ou 76. exactement. Ouais. Comme ça, au moins, tu sais que globalement, tu es dans la fenêtre et tu vas peut-être avoir un tout petit ajout ou pas d'ailleurs. Mais Je pense c'est vraiment pour cette raison-là que ça a été créé, quoi. Je pense qu'ils ont fait ça pour arrêter ces polémiques sur le poids. Parce que j'avais Oui, entendu un moment, il y avait des attaques un peu, tu vois, qui étaient sur. Pardon, j'ai mangé sur Dorian Pain, tu vois, Dorian Pain qui est pas très oui. grande, Ou Charles Milesi, ou Charles souvent ça Milesi, tombe sur lui. qui est assez légère. Ah oui, mais demain, si elle débarque en hypercar, c'est abusé parce qu'elle est trop légère, donc elle a un avantage. Et les gars, calmez-vous. Enfin, en fait, vraiment aussi. Je pense qu'il y a eu un débat malsain sur ça. Ouais, Alors, en fait, il y a deux trucs qui me viennent en tête. C'est un, je prends des pincettes parce qu'on est sur un sujet santé et chacun a son rapport à sa bien sûr. santé, au corps, etc. Donc, n'allez pas extraire mes propos, voilà, les isoler. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais du sport à haut niveau, que tu es pilote, homme ou femme, et que tu vises l'hypercar et la victoire aux 24 heures du Mans, je pense qu'un poids de 82 kilos est atteignable. Oui, oui. Je modère, hein. Et moi, je dis ça, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai 3 chiffres sur la balance, donc il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de faire un procès en grossophobie et de dire que s'il y a des gens qui sont plus lourds, ils font pas d'efforts. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis juste que ça me paraît une fenêtre atteignable, à la marge, Pour plus ou des moins, athlètes. pour des athlètes, exactement de haut niveau qui visent l'hypercar. Maintenant, il faut aussi prendre un peu de recul et un peu de hauteur. Et soi-disant 10 kilos, c'est 4 dixièmes aux 24 heures du Mans. Mais ça, c'est quoi? C'est dans un simulateur avec un tour idéal. Il reste quand même un facteur, c'est le facteur Oui. humain, c'est le pilote. Tu vas pas. T'as le trafic, t'as les conditions. Je sais que tu vas me dire peut-être que la pole position aux 24 heures du Mans l'année dernière, je sais que tu vas m'emmener là-dessus, c'est joué à quelques dixièmes. Mais 1,5 dixième entre oui, 3 voitures. d'accord, je suis d'accord. Mais moi, j'attribue ça beaucoup plus à la voiture, sa préparation, les conditions au moment du tour, le talent du pilote, plutôt qu'au fait qu'il fasse 76 ou 86 kilos, sincèrement. Je pense qu'un Kevin Estre qui prend 5 ou 6 kilos, ou 10, allez,
Imaginons Kevin Estre, ça y est, il se lâche, c'est parti. Burger matin, midi et soir. Bon, non, mais j'exagère, mais je pense qu'il va quand même aller sortir un tour. Alors oui, certes, on est dans un sport qui s'est ultra professionnalisé et où on est sur le haut niveau du haut niveau du haut niveau. Et la recherche de la performance pure et de l'hyperpole, ça demande plein de petits ingrédients comme ça. Donc oui, je suis d'accord, le poids peut jouer, mais il ne faut pas non plus tout tourner autour de ça. Donc là, Ouais, je suis d'accord. en faisant cette règle, ils ont un peu... Allez, voilà, il y a ça à atteindre maintenant, enfin, il y a ça à viser. Non, mais ça aurait C'est été bon, un problème voilà. s'ils avaient mis le poids de référence à 72. Là, ils l'ont mis à Oui, 82 kilos. voilà, c'est ça. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, franchement, même équipé, il y a beaucoup de pilotes qui, de toute façon, ne dépasseront pas les 82 kilos. Donc, ça contentera les pilotes qui, justement, étaient un petit peu inquiets par rapport au fait d'avoir 10 kilos de plus que son petit camarade. On 4 verra dixièmes si au ça tour. aura de l'incidence ou pas. Il y a aussi une exception, enfin, en tout cas, une modification du règlement. S'il n'y a que 2 pilotes, ça peut arriver. Là, il n'y a pas le cas au Qatar, où ils seront tous 3 parce qu'on va faire une course d'environ 10 heures. Mais s'ils ne sont que 2, mais on aura, pareil, hein, cette moyenne entre les 2 pilotes. On va ajouter le poids correspondant si on est en dessous des 82, mais on va aussi ajouter 5 kilos de plus de ballast moteur, entre guillemets, pour rééquilibrer encore et pour, je ne sais pas exactement la raison, mais pour se dire que voilà, si avec 2 pilotes, ben, ça serait peut-être un avantage. Et donc du coup, on ajoute encore 5 kilos supplémentaires de base, quoi. Voilà, là tu viens de rajouter la règle qui Voilà, rend le truc un peu plus incompréhensible, mais c'est le Joker. ouais. Et alors là, si on veut rester sur le poids, et on va passer à la LM GT3, la catégorie LM GT3, ben on a du Success Ballast qui va se transformer en Success Handicap. Voilà, donc on ne va pas expliquer vraiment le système, parce que c'est un système qui sera sur toute la saison, sauf aux 24 heures du Mans. Mais en gros, ça va offrir, entre guillemets, ou en tout cas ça va pénaliser en pourcentage de temps au tour, au vu des précédents résultats et de la position au classement, les équipes qui, justement, comme Mantel l'année dernière, avaient tendance à un petit peu dominer. Alors, Voilà. c'est bien et pas Ouais, bien, parce ouais. qu'à un moment, si Monte a dominé, c'est qu'ils ont bien bossé aussi, hein. Et ça c'est valable, je sais pas si tu as l'information, hein, je veux pas te piéger, mais c'est valable aussi aux 24 heures du Mans ou aux Non, 24 heures du justement, Mans on non, remet non, tout? Ouais, c'est voilà. c'est pas valable aux 24 heures du Mans. Bon, ouais, bon, écoute, là-dessus je vais pas m'exprimer. Non, mais bon, voilà. En gros, on essaye quand même de trouver des solutions. C'est pas facile, hein, mais ça, si on est dans ce système-là justement, et que on a souvent aussi ce débat entre les amateurs de sport mécanique sur l'équilibrage des performances et tout, si ça existe ça, c'est que justement on veut garder les constructeurs, on veut essayer de leur donner le plus de cartes possible, et on veut se plier en quatre du côté de l'organisation. C'est pas facile hein, de contenter tout le monde, franchement, et plus on est à la table, plus c'est difficile évidemment d'avoir un consensus. Ouais, et je t'avoue, je pensais pas qu'un jour on allait en arriver là sur cette notion de poids, mais en fait, oui, il faut mettre des garde-fous un peu partout, parce que tu as employé le terme tout à l'heure, mais c'est un peu ça, on peut le regretter ou pas, mais quand on en a parlé avec Pierre Fillon, voilà, il y a une BOP qui est en place, qui donne une fenêtre de Bah performance oui, à viser. Ok, bah maintenant, peut-être que certains constructeurs pourraient avoir la tentation, et c'était le cas du coup avec les rumeurs qu'on avait l'année dernière, peut-être que certains constructeurs peuvent avoir la tentation d'aller chercher des pilotes très légers pour gagner ces dixièmes machin. Bah voilà, on met une règle en disant, ok, visez ce poids-là, arrêtez d'aller chercher arrêtez d'aller chercher de ce côté-là. Parce que si on met pas de BOP, vous allez chercher du côté finance et Porsche clairement a une planche à billets plus grosse aujourd'hui que oui, Alpine, hein, on va le dire, ou que je sais pas aucun autre constructeur. Et c'est pareil au niveau du poids. Ouais, d'accord, la course ça va être de trouver le pilote le plus petit, le plus léger, le plus rapide. Waouh, génial, pour l'intérêt du sport, c'est pas top quoi, hein. Enfin, donc bah voilà, c'est ça. je trouve ça bien d'avoir mis ces règles, d'avoir posé ces règles. Ouais, ouais, tout à fait. On essaye d'avoir justement une variété au niveau des constructeurs, mais aussi au niveau des pilotes. Voilà, on veut pas avoir que des pilotes poids plumes, même si à l'époque c'était plutôt ça en monoplace, hein, justement, c'était un avantage d'être Mhm, plutôt petit. mhm. Mais voilà, c'est heureusement que ce n'est pas que ça, parce que sinon Alex Wurz ou Esteban Ocon n'auraient jamais fait de carrière, Ouais, et, exactement. euh, et ça aurait été, ça aurait été un peu dommage. On passe à la catégorie LMGT3, donc justement, on est revenu sur ce succès handicap désormais cette saison. On va aussi revenir sur le fait que Mercedes revient dans le championnat du monde, revient aux 24 heures du Mans en LMGT3. Donc c'est le 40e constructeur à participer en WEC, à faire ses débuts en WEC en tout cas depuis 2012. Et c'est le Wow. 11e constructeur différent à être en GT. Donc moi j'attends pas mal quand même, je dois te dire, hein, de Mercedes, avec Iron Lynx qui est en exploitation, donc fini Lamborghini. Maintenant on est avec Mercedes, va falloir s'adapter, mais on sait qu'elles sont quand même redoutables, hein, ces Mercedes AMG GT3 Evo cette année.
Et puis avec des équipages aussi intéressants et des pilotes intéressants. Quand tu vois que tu as Matteo Cheroli, Matteo Cressoni, Maxime Martin, c'est quand même sympa. Il y en a qu'un que je ne connais pas, Lynn Odenius, le pilote néerlandais. Je ne sais pas où ils sont allés le chercher, mais il est en tout cas représenté avec Maxime Martin sur la 61. Il est petit et léger. Non, je sais pas. 40e constructeur en WEC, Pas mal, hein. j'avais pas cette stat, elle est pas mal, ouais. C'est vrai Ça impressionne. il doit y avoir des trucs un peu deep. Non, il doit y avoir des. Faudrait qu'on fasse la liste du coup. Enfin, tu l'as peut-être? J'ai pas la liste non de tous les constructeurs, mais on peut la faire. On pourra la faire pour la prochaine fois. Ouais, il doit y avoir des trucs un peu cringe dans la liste. Écoute, moi ce que je vois sur le GT3, déjà je vois que chez McLaren on a des couleurs un peu plus orange papaya. Peut-être qu'il y a une annonce qui se rapproche. En tout cas, il y a un vrai pont qui se dresse avec la F1. Tout à fait. Bon, on est quand même dans la continuité globale de l'année dernière. On a dégagé les Lamborghini puisque Lamborghini, on sait pas trop ce qu'ils font. Que je sais. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Ils ont l'engagement le plus petit. On l'a déjà dit, mais ils ont l'engagement le plus petit possible avec une hypercar. Si vous cherchiez à développer une hypercar et à l'engager à minima, eh bien, c'est ce que fait Lamborghini. Une voiture sur les courses longues en IMSA. C'est vraiment le. Tu peux pas faire moins. Ouais, c'est ça. Bah sinon après tu fais plus de courses quoi. Tu fais des tours en track day quoi. Ah oui, bah ça, oui. Mais peut-être qu'ils vont plus en vendre en track day en bref. Donc, écoute, en LMGT3, je sais pas trop quoi te dire. Je vais suivre avec intérêt Aston Martin qui sera. Oui, bien sûr. Où il y aura une voiture avec Racing Spirit of Le Mans, qui est une équipe française proche de la Suisse, etc. Et j'en attends beaucoup. Avec Doudou Barrichello, enfin Eduardo Barrichello, le fils de Rubens. Exactement, et Valentin Asclot et Derek Debourg dessus. Après. Gros programme d'ailleurs, tiens, entre parenthèses, pour Valentin Asclot, parce que lui, pour le coup, il fait l'inverse de Lamborghini. C'est-à-dire qu'il roule dans tous les championnats qu'il peut faire. Donc il fait le WEC, l'IMSA et le LMS. Comme ça, au moins, lui, c'est réglé. Ah bah oui, non, bah oui. Ça va être bien occupé. Valentino Rossi, finalement, on l'attendait pas trop, on savait pas, il est toujours là. Lui, il avait quand même envie d'aller en hypercar, mais je crois que WRT et BMW l'ont raisonné en disant bon, c'est super Valentino ce que tu fais, mais reste en LMGT3, c'est bien. Voilà. Oui, non, faut le freiner le garçon. Après voilà, ouais, je trouve qu'on est dans une vraie continuité par rapport à l'année dernière, donc je sais pas trop où attendre un sursaut. Est-ce que ça viendra de chez Lexus? J'ai toujours du mal. Ça serait pas mal. Ils ont intégré Ben Barnicoat, qui est un connaisseur, un fin limier de la Lexus, en version IMSA. C'est clair. Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Puisqu'il a été titré avec Vasser Sullivan. Enfin, je pense que ça peut apporter. Tu sais, c'est comme Jules Gounon, on en parlait d'ailleurs dans ce fameux épisode qui sortira au mois de mars, mais c'est comme moi, Jules Gounon, je le vois dans une combi AMG. Ben Barnicoat, je le vois dans une Lexus Vasser Sullivan, quoi. Un peu en British GT aussi, mais quand même très associé à Lexus. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est lui qui va pouvoir débloquer quelque chose? Je sais pas. Je pense qu'ils sont vraiment dans cette attente de la future GT3, la Lexus. Alors, elle n'a pas de nom, mais quel nom il voulait utiliser? Je sais plus. Il voulait faire renaître le. Ah, aide-moi, non, tu l'as pas? Le nom non, je l'ai pas. C'est pas la LFA ou je sais pas. Enfin, il voulait faire renaître. Ah oui, d'accord. Si, ok, d'accord. Donc ça arrivera en 2026 notamment, normalement. Ouais. La voiture, elle tourne déjà depuis un an, donc ça va arriver en 2026. Je pense que là, ils sont... Bon, bah voilà, ils rempilent avec le même matériel et advienne que pourra. On va compter sur la BOP et le Success Ballast. Et en vrai, ça peut marcher. Hein. Et ça peut marcher, oui, tout à fait. Chez Mercedes, oui, je pense qu'il faut aussi s'attendre à peut-être à avoir une petite mise en jambe un peu différente parce que ça va être les premières AMG GT3 Evo avec les fameux capteurs de couple. Oui, tout à fait, de couplemètre. Là. Il y a eu quelques petits couacs, je sais, à Daytona, où pendant les essais notamment, ils avaient du mal, donc ils ont demandé à reprogrammer les pièces à distance, à ce que la communication se fasse bien. Enfin bref, c'est des risques inhérents au lancement d'un programme. Donc peut-être qu'il va y avoir quelques courses de réglage, mais allez, je pense que ça va être très à l'aise aux 24 heures du Mans et qu'il y aura une super bataille entre tous ces constructeurs. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, ça va se jouer au pilotage. Hein. En LMGT3, il y a certes, évidemment, l'équilibrage des performances, mais comme on a des pilotes bronze qui sont très importants de par le fait qu'ils font les qualifs, puis le départ, ça peut quand même jouer
voilà, sur le résultat final. Moi, je vois bien peut-être Ferrari. Ils ont montré de belles choses au Qatar dans le prologue, là notamment. Pourquoi pas l'équipage avec François Heriot. On sait que il y a eu des victoires l'année dernière pour la Ferrari 296. Pourquoi pas BMW avec Augusto Farfus, Yasser Chahine et Timur Boguslavski, même si Boguslavski, c'est peut-être pas forcément l'assurance vie, on va dire, mais Yasser Chahine, il a montré qu'il pouvait faire de belles choses avec Mante. Donc voilà, en passant avec BM, bah, ça peut peut-être faire quelque chose. Moi, je vois bien aussi, et pourquoi pas, une Chevrolet TF Sport avec Daniel Uncadella, Ben Keating et Johnny Edgar. Ça peut être intéressant, je me dis. Alors, Non? je suis Ah, t'as désolé, du hein. mal. Ah, t'as Non, du mais je mal, je t'as suis du mal. désolé, mais je vais passer pour le vieux, mais les engagements Corvette, General Motors, j'ai décroché depuis que Pratt et Miller est devenu Ah oui. plus ou moins l'équipe privée, enfin en tout cas que GM a retiré un peu des billes et qu'on est sous ce format privé. Je t'avoue que j'ai du mal. Moi, je suis vraiment de l'ancienne école, quoi, avec Et voilà. les engagements un peu plus officiels, un peu plus. Et oui, mais Enfin, voilà. comme il y a Alors en toi, IMSA, tu vois, avec justement, Tommy Milner, tout ça. Ouais. oui, t'es moins sur le côté qui pourrait fonctionner justement sur la longueur, d'avoir des équipes privées finalement qui exploitent la voiture. Ah, moi j'aime bien. Je suis un peu nostalgique du GTE Pro, en fait. J'aurais bien vu un LM GT3 Pro et un LM GT3 AM, mais Ah oui, mais là bon. après sur les coups, je pense que c'était un peu compliqué. Oui, forcément, mais Et ouais, alors, qu'est-ce que ouais. t'en penses de Porsche? Porsche 911 GT3 R avec deux voitures engagées, la 92 qui donc eh bien, pourrait se montrer, même si là, on a quand même tout changé hein, chez Mante. On s'est entraîné en Asian Le Mans Series avec l'équipage, Ryan Hardwick, Richard Litz et Ricardo Pera. Mhm. Mais là, il n'y a plus les équipages qu'on avait. Et à part Richard Litz qui reste, lui, quoi qu'il arrive, il est là chez Mante, il a planté sa tente et, et il est présent. Et puis à côté, dans l'autre côté de stand, eh ben, on a la Porsche 85 des Iron Dames avec Raël Frey, Mitchell Gatting et Célia Martin. Alors ça sera une année d'apprentissage hein, pour Célia. Ça fait un gros step, mais elle remplace Sarah Bovy. Est-ce que tu y crois, toi, aux Iron Dames cette année? Parce que là, quand même, on a mis les petits plats dans les grands, hein. On les a Ouais. fait courir, ou en tout cas engagés, avec l'équipe Mante, quoi. Bah, en fait, est-ce que j'y crois? Pas tant. Ah Est-ce que ouais. j'ai envie d'y croire? Oui. Je vais te dire pourquoi elles arrivent. En fait, ah, c'est idéal. C'est-à-dire qu'elles arrivent dans l'équipement tech, comme tu dis, avec la voiture qui vient de gagner le championnat. Oui. T'as toutes les meilleures conditions. On n'est plus en train Mais de passer d'une Lamborghini à une Ferrari à une je sais pas quoi. Machin. Là, elles arrivent avec la caisse qui est la référence, dans une équipe qui est une référence, mais, bah voilà, il y a ce nouveau fameux trio. nouveau trio, le success ballast qui va être en place. Donc, effectivement, si tu fais une bonne perf, après, tu seras un peu freiné. Les autres concurrents, c'est la deuxième année, donc les autres vont être un peu plus forts aussi. Ah Limite, ouais. limite, je pense qu'elles auraient mieux performé avec une Porsche l'année dernière Et qu'elles oui. vont le faire cette année. Tu vois, je sais pas si tu vois mon raisonnement, mais Bah si, bah complètement. Encore une fois, une histoire de timing, bien sûr. ouais. Donc, je pense qu'il peut y avoir des coups d'éclat, mais je vois pas, je vois moins la performance sur la durée. Mais en fait, un petit peu comme en ELMS où le titre est revenu à la voiture sœur, et alors elles ont fait quelques coups d'éclat, mais finalement, c'était pas, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose en effet, mais Ça s'est joué à laisser passer surtout la voiture pour que ça soit la bonne, entre guillemets, qui gagne le titre. Mais oui, ouais, pas non, que. Franchement, pas que. Il y a eu aussi un manque de réussite, on va dire, en début de saison. Enfin, hmm, il y a quand même beaucoup d'occasions manquées. Alors peut-être que c'est parce qu'on s'intéresse que, évidemment, à cet équipage féminin. Si on avait plusieurs, peut-être qu'on dirait pas ça. Et là, comme c'est qu'un seul équipage qui, évidemment, retient notre attention, ben voilà, on regarde un petit peu le manque de réussite, les erreurs, les machins. Voilà, mais il y a quand même de belles choses. Mais c'est vrai que le timing est peut-être pas forcément idéal. On verra, mais le fait de changer évidemment d'équipage, bon, on sait hein, que c'est Sarah Bovy qui est passée en tant que pilote Silver. Mais ça va être une grosse année hein, pour Célia Martin. Franchement, faut aussi être câblé mentalement hein, pour hmm, résister à la pression et tout, hein. Sarah, c'est une guerrière. Ça fait des années qu'elle ouais. se bat et qu'elle a tout donné pour arriver à ce qu'elle a maintenant, c'est-à-dire d'être pilote quasi pro, quoi. Enfin voilà, payé. Mais Célia faut, Martin, faut moi être, j'ai ouais, hâte de. faut être Je câblé. t'avoue que je la connais pas, enfin je l'ai jamais rencontrée. Et j'ai hâte de pouvoir échanger avec elle, notamment en 24 heures du Mans, pour voir effectivement son arrivée, cette préparation. Et comme tu le dis, la solidité qu'il faut avoir pour enchaîner dans la même année un championnat du monde Bah ouais. d'endurance, commencer par les 24 heures de Daytona.
Enfin, puis même, Le LMS. et puis marcher dans les traces de Sarah Bovy, quoi. Ouais. C'est déjà, c'est pas mal, quoi. Ça a mis effectivement la barre très haute, hein, le fait Ouais. d'avoir Sarah en tant que pilote bronze pendant quelques années, et elle a tout de suite su voilà, prendre la mesure de cet enjeu et de ce gros défi. Un autre gros défi aussi au niveau des pneus, avec Goodyear qui va apporter une nouveauté, hein, pneus durs. On n'avait que les pneus médiums en LMGT3, et là il va y avoir des pneus durs qui seront présents donc à Interlagos pour des conditions qui seront un petit peu plus chaude. Donc on va voir si ça va porter ses fruits. Et puis 2 jours après la course, je crois, au Qatar, là, ça sera dimanche, les équipes Hypercar, certaines en tout cas, vont rester pour tester les nouveaux pneus Michelin pour 2026. Donc voilà, niveau Ok. pneus, on est quand même actif, on se partage le gâteau, hein. Il y a des Michelin en Hypercar et des Goodyear en LMGT3. Euh, mais on continue de travailler quand même, c'est pas parce qu'on est manufacturier unique que on n'a pas de travail et de séance d'essai prévues. Voilà, je voulais faire Tu as raison. la voilà, Tu petite t'appelles du parenthèse. pied à Michelin. T'as tout à fait raison. Oui, et puis à Goodyear. Attends, aux C'est vrai, deux, aux c'est deux. vrai, c'est vrai. Évidemment, évidemment, les deux manufacturiers qui sont là et qui fournissent donc les pneumatiques. Bon, première des 8 courses, hein, qui va avoir lieu donc au Qatar. Un vendredi, ça c'est assez original. Je sais pas si c'est souvent arrivé qu'une course ait lieu le vendredi. Il y avait peut-être Sebring à l'époque. Euh, Hmm. mais Ouais, c'est possible que la course du Super Sebring ait eu lieu le vendredi. Ouais, c'est carrément Je possible. crois, Oui, 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 parce oui. que les 12 heures ensuite avaient lieu le samedi. Mais enfin bon, c'est quand même assez rare pour être souligné. Et puis ensuite, bon, on aura le calendrier classique, hein, évidemment. Imola en avril, Spa-Francorchamps en mai, Le Mans 14 et 15 juin, il faudra pas rater cet événement. Interlagos en juillet, le circuit des Amériques, Austin en septembre. Fuji fin septembre, tiens d'ailleurs, on va voir si ça aura son incidence. Est-ce que la saison des pluies sera passée ou pas? Parce que c'est vrai que souvent il pleut, hein, à cette période à Fuji. Et puis la finale à Bahreïn, début novembre. Donc un calendrier classique, hein, finalement pour le WEC. Un calendrier renouvelé. Il y a plus ou moins une ouverture pour ajouter une manche après. Ils savent pas trop, mais Ah, ce serait bien. comme on l'a compris, on est quand même dans la prudence et dans la construction dans la durée plutôt que vouloir courir après Oui, un calendrier trop étoffé. 8 c'est déjà pas mal parce que Oui, ça c'est fait bien, c'est bien. globalement un par mois, quoi, entre mars et novembre. Ouais, puis c'est pas des courses d'1 heure, donc non, c'est très bien. C'est ça. Il y a peut-être une possibilité en août, mais enfin bon, le problème c'est que les pilotes veulent peut-être aussi, et les équipes et les mécaniciens, avoir un peu de repos aussi quand même C'est souhaitable. pendant une partie de l'année, quoi. C'est souhaitable un peu de temps en temps. C'est mieux, hein, c'est mieux. Ouais. Donc bah voilà, on a essayé d'être complet. Et on aura 16 Français quand même, hein, qui seront engagés, j'ai fait le compte. 16 Français pour cette manche inaugurale et puis pour globalement toute la saison de WEC, s'il n'y a pas de gros changements. Donc je pense qu'il y a moyen d'en avoir un ou deux sur le podium, ça serait pas mal, que ça soit en hypercar ou en LMGT3. Et puis bah, moi je te disais, j'ai hâte vraiment que ça se lance, hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis, bah, hâte de commenter cette première course de la saison. J'espère que tu seras devant ta télévision sur Eurosport, hein, Évidemment, vendredi. évidemment. Alors du coup, c'est quoi ton actu? Bah, c'est les commentaires Bah oui. pour cette manche. Alors attends, bah moi mon actu c'est commentaire du WEC, donc ça c'est génial. Je suis extrêmement heureux de pouvoir faire cette pige là, et j'espère qu'il y en aura bien d'autres pour cette saison. J'espère aussi évidemment pouvoir continuer de commenter aux 24 heures du Mans sur l'application officielle, mais ça sera dans quelques semaines, dans quelques mois. Je suis aussi assez occupé, je suis un peu en déplacement là en ce moment comme toi, pour faire vivre les membres du club ACO des soirées autour du film des 24 heures. Donc là, les dernières séances, on va dire, sont actées parce que bah, la saison 2025 va commencer. Mais c'est très très agréable d'avoir finalement des acteurs du sport, hein, des pilotes, des team managers, des ingénieurs, des médecins qui viennent, des commissaires de piste également, qui viennent partager leur expérience devant une salle de cinéma. Et vraiment, je suis très très heureux de ce format. J'aimerais bien t'y convier un jour, mon cher Geoffroy, je te le dis. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur l'organisation de rencontres là aussi. On aura Ouais, peut-être carrément, c'est ça. l'Endurance Ouais, carrément. Club membre. Je sais pas si c'est possible. Tu vois, via l'ACO. On pourrait être une annexe du club ACO. Je ne sais pas. Voilà, il y a des idées en tout cas pour, euh, pour continuer de faire progresser justement l'Endurance Club. Et puis sinon, je suis aussi aux commentaires, mais de ski, donc notamment du ski cross. Ça sera samedi matin, voilà, du ski cross avec Ophélie David, normalement, qui devrait être à mes côtés. Et ça, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a des Français qui fonctionnent bien. Ok, Et j'ai c'est un peu comme l'image. un Ok. rallycross, mais sur des skis, voilà, tout simplement. Donc
Voilà, c'est assez Écoute, sympathique. Alors toi, qu'est-ce que tu nous réserves là pour moi je suis, ce je suis début de assez saison? tranquille. Obligation, obligation dans mes autres business. Donc là, je suis pas du tout dans le sport auto, mais Ouais, je prépare gentiment, activement la saison qui arrive. Non, en vrai, là, je suis plutôt dans des recherches documentaires pour préparer la saison historique parce que je vais être impliqué dans des projets en lien avec la course historique. Et puis, trop avec bien. Peter Otto. Et Avec puis, Peter écoute, Otto, là, il y a la liste notamment. des engagés qui devrait arriver, je pense, lundi prochain. Donc, je vais essayer. Bah Normalement, c'est j'espère. ça, ça arrivera le 3 Juste après le mars. Qatar. Donc écoute, je vais essayer au maximum de préparer ça et qu'on ait le max d'infos la semaine prochaine. Et puis avoir une analyse à chaud. Je prépare quelques petits éléments, comme on en avait parlé dans le dernier épisode, peut-être graphiques ou des éclairages un peu nouveaux, voilà, pour décrypter cette liste des Ah, c'est engagés, bien pour ça. donner un peu les enjeux des 24 heures du Mans. Donc voilà, sur le côté sport auto endurance, comme d'hab, je suis beaucoup plus light. Tout on a l'impression que c'était un programme du mois, alors que c'est qu'une semaine. Mais non, moi c'est, écoute, voilà, c'est dans d'autres sphères que je bosse en ce moment plus activement, quoi. Ouais, je comprends. Bah écoute, j'espère que la liste des engagés des 24 Oui, heures oui, oui. sera connue quand on enregistrera le podcast pour revenir évidemment sur la première manche de WEC. Donc ça sera la semaine prochaine évidemment. Voilà, on a envie d'en savoir plus sur cette liste des engagés justement des 24 heures. Et puis bah voilà, moi j'ai hâte d'être à vendredi 22 heures l'arrivée pour savoir ce qui se sera passé pour ces 1812 km du Qatar. Première manche donc de la saison WEC 2025 On qui termine promet sur un, de belles on choses. termine juste Voilà, sur un mais pari. on va Je dis essayer d'être victoire complet en tout BMW, cas. moi. Kevin Magnussen, enfin la 15. Ah, ah, la 15 victoire, pas mal. Ah oui, tu me pièges là. Moi je dis comme l'année dernière, ça ne se fera peut-être pas, mais j'ai envie quand même de le dire, victoire de Cadillac numéro Allez, 12 allez. avec Jota. Voilà. Ouais, 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 il faut. Ah, on se lance sur des paris là, moi je te le dis. J'aurais préféré la 38, mais il y a un poids, et c'est pas un success ballast, mais c'est plutôt un handicap. Ouais. C'est un pilote britannique qui est né en 1980. Voilà, c'est le problème. Sinon, j'aurais bien misé sur la 38. Mais je vais plutôt miser sur la 12, du coup. Voilà, pour cette première Ouais, manche de la non, là, saison. je me En risque pas. Ouais, MGT3, c'est très ouvert, donc plus difficile de. Ok, bah je dis, Moi, je dis quand même Ferrari. Voilà, je dis Ford. je me risque. Ah, tu dis Ford. Oh là là. Grosse cote, comme on dit. Comme on dit en Autriche. Grüß voilà, c'est pour ça, c'est ceux qui n'avaient pas la blague, c'est une très mauvaise blague si on doit l'expliquer. En tout cas, eh bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux aussi à passer le mot justement sur l'Endurance Club, parce que bah, grâce à vous, on continue de se faire connaître, et bah voilà, si vous avez envie de nous soutenir, eh ben, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur les plateformes de podcast, à venir commenter aussi sous les vidéos YouTube. On espère avoir un format vidéo bientôt, mais c'est difficile vraiment de se mettre en place et d'avoir cette possibilité. Mais on a quand même des projets, Geoffroy. On ne reste pas sans rien faire. Donc voilà, on a cette envie et cette ambition et on verra. Mais 2025, en tout cas, on l'a déjà dit, mais ça sera l'objectif d'avoir aussi pas mal de contenu finalement avec des invités qui viendront dans Exactement, ce podcast. Donc exactement. voilà, on travaille encore. C'est top. Bah, merci beaucoup. Très belle semaine. Et puis on se retrouve vendredi évidemment pour la course d'ouverture de la saison de WEC, les 1812 km du Qatar. Ça sera donc à partir de 11 heures sur Eurosport et départ midi de cette course, arrivée aux alentours de 22 heures. On a une course de 10 heures donc qui nous attend et on va se régaler. Ça va être top. À la semaine prochaine pour tout savoir justement sur ce qui se sera passé, décrypter et puis espérons présenter évidemment la liste des engagés aux 24 heures du Mans 2025. Salut tout le monde, salut Geoffroy.